Alors j'avais pensé un temps de consacrer le séminaire à une analyse plus particulière, évidemment en suivant Kantorowicz et son deuxième chapitre dans sa lecture de Richard II, mais peut-être ça nous éloignerait d'une vision un peu plus générale. Simplement, je voudrais quand même rappeler qu'il y a cette théorie des deux corps du roi qui a comme élément clé la représentation au sens matériel de l'effigie de bois ou de cuir dans les funérailles royales, à partir du XIVe en Angleterre, du XVe en France, et de la substance du Richard II de Shakespeare, et que Kantorowicz a suivi dans son analyse magnifique de la pièce les trois scènes, acte 3, scène 2, et scène 3, et surtout l'acte 4, scène 1, la scène dite du Parlement, les moments où s'opère la progressive séparation pour Richard II entre son corps naturel et son corps politique, et qui est en fait pensé là comme la retraite ou le retrait progressif du corps naturel par rapport au corps politique. Et Kantorowicz a montré comment ces trois scènes étaient directement inspirées, liées à la théorie politique des deux corps du roi, avec ce que leur donne la dimension théâtrale, c'est-à-dire le fait de transformer la théorie politique en image religieuse ou même, on pourrait dire, carnavalesque, puisque les comparaisons, ce serait une analyse très précise à mener avec le texte, je l'avais fait dans un séminaire, dans un cours au collège l'année dernière, montrent comment se met en place dans l'écriture de Shakespeare pour donner chair et puissance ou énergie à cette théorie des deux corps du roi portée sur la scène, avec l'abdication ou déposition de Richard II, comment il joue sur un registre qui est celui des comparaisons avec les éléments naturels, la nuit et le jour, le soleil et l'ombre, avec un répertoire qui est celui des identifications bibliques, la figure sur laquelle insiste Kantorowicz du roi Christ, et dont les ennemis sont soit Judas, soit des Pilates, ou encore des figures du monde à l'envers, c'est pour ça que j'évoquais le répertoire carnavalesque, qui inverse les rôles entre le souverain et ses sujets, ou le roi et le fou. Et on voit que toutes ces trois scènes sont bâties sur d'abord une tension entre les deux significations décisives politiquement que l'on peut attribuer à un renoncement du roi, qui peut être énoncé soit comme une abdication volontaire, ce qui légitime le nouveau roi, et c'est la perspective dans laquelle, par exemple, Jacques Lebrun a commenté le texte, dans le registre des abdications volontaires des souverains, à commencer par Charles Quint, et puis d'autres, et Dioclétien. Ou bien, il peut être conçu comme une déposition par la force, dont la violence est lourde de menaces pour l'unité ou la paix du royaume. Et c'est ce jeu permanent entre un même acte désigné comme abdication ou désigné comme déposition qui fait un des supports des discours entrecroisés dans la pièce. Et d'autre part, la trame est donnée aussi par la double incorporation, et peut-être que Kantorowicz là n'a pas complètement analysé, la double incorporation supposée par les deux corps du roi. Puisqu'effectivement, si le corps naturel du roi incorpore le corps politique dans l'individu, on peut dire, et c'est du moins la manière dont Shakespeare le met en scène, que l'inverse est aussi vrai, et que lorsque ce corps politique est transféré d'un individu à un autre, celui qui en a été privé ou qui s'en est retiré n'est plus rien. Et du coup, il y a là ce magnifique moment que tout le monde connaît, mais on peut prendre le plaisir de le donner une fois encore, qui est non seulement ce moment où, comme le montrait Kantorowicz, d'ailleurs citant des auteurs
qui l'avait précédé, il y a comme une scène de couronnement inversé, lorsque Richard retire son corps naturel des insignes en les abandonnant. Consentez-vous à abdiquer, to resign, la couronne, dit Bolingbroke. Et Richard répond, oui, non, ni oui, car je dois n'être rien, ni non, car j'abdique entre tes mains. Vois maintenant comment je me dépouille moi-même, je donne ce fardeau qui pesait sur ma tête, et ce sceptre encombrant qui était là dans ma main, l'orgueil du sang royal qui emplissait mon cœur, de mes propres pleurs. Je lave l'onction du sac. De mes propres mains, j'abandonne ma couronne. De ma propre langue, abjure ma dignité sacrée. De mon propre souffle, annule tous les serments de loyauté. J'abdique toute pompe et toute majesté. Mes manoirs, rentes, revenus, je les cède. Mes actes, décrets et statuts, je les annule. Dieu pardonne tous les serments envers moi violés. Dieu maintienne inviolés tous les serments que l'on te fait. Moi qui n'ai rien, qu'il ne m'afflige aucun souci, qu'il te comble de tout, toi qui as tout acquis. Sur le trône de Richard, que tu vives longtemps, qu'enterre dans un trou Richard soit promptement, que Dieu garde le roi Harry, dit Richard détrôné, en fait c'est un King Richard, qui est le passage le plus fondamental pour cette idée du couronnement à l'envers, et lui envoie maintes années des jours ensoleillés. Que risque-t-il d'autre? Et je termine avec cela, presque pour Richard II, ce moment où je pense que d'un côté il y a effectivement ce processus du retrait du corps naturel par rapport au corps politique, en même temps, ce retrait peut signifier la destruction du dit corps naturel. Et c'est là où je parlais de double incorporation. Richard intervient vers la fin de cette scène. Je n'ai pas de nom, pas de titre, non, même pas le nom dont on me baptisa, qui ne soit usurpé. Hélas, jour d'affliction, moi qui ai consumé tant d'hivers, aujourd'hui, je ne sais de quel nom m'appeler. Oh, que ne suis-je un roi de neige dérisoire, exposé au soleil de Bolingbroke pour fondre et m'évanouir en gouttes d'eau. Ce passage magnifique du King of Snow, qui est l'utilisation aussi de ces métaphores naturelles que j'évoquais pour commencer. Alors dans une analyse qui est plus historique, je termine avec cela, sur ce point, on voit quelque chose de très important qui est la manière dont dont Shakespeare transforme la chronique dont il s'inspire, qui est la chronique de Holinshed, et en particulier dans son édition de 1587, qui est la deuxième édition. Pourquoi? Parce que dans Holinshed, le Parlement joue un rôle essentiel, joue un rôle important, mais se contente de confirmer l'abdication supposée du roi et son consentement à la montée sur le trône de Bolingbroke, devenu Henri IV. Donc dans la chronique, la perspective est celle d'une abdication et qui est comme confirmée par le Parlement. Dans la pièce de Shakespeare, du moins dans son édition Il Quarto, qui est la 4e en 1608, il n'en va pas de même, parce que ce sont les communes, donc la Chambre des communes à l'intérieur du Parlement, qui exigent la déposition publique du roi, ainsi que le rapporte Northumberland, qui, dans ce texte de 1608, déclare je vais par ici, c'est lui qui, au début de ce moment, c'est l'acte 4, scène 1, vous plaît-il, Seigneur, d'accéder à la requête des communes, faites venir Richard afin qu'aux yeux de tous, il puisse abdiquer, ainsi nous procéderons sans être soupçonnés. C'est la réplique de Northumberland qui transmet ce que les communes ont exigé. Et dans la version du folio de 1623, ce passage est retouché de manière à ce que ce ne soit plus les communes qui aient ce rôle fondamental d'exiger la déposition du roi, mais que ce soit Bolingbroke lui-même. Et les mêmes qu'adverses sont divisés en deux, puisqu'on laisse à Northumberland « Vous plaît-il, Seigneur, d'accéder à la requête des communes ?» Et c'est Bolingbroke qui dit « Faites venir Richard afin qu'aux yeux de tous, il puisse abdiquer, ainsi nous procéderons sans être soupçonnés. »
C'est-à-dire que le rôle des communes est complètement euphémisé et ramené en quelque sorte à ce qui était dans l'original de la chronique de Holinshed. Et c'est un point important qui montre d'abord l'intérêt de faire des études textuelles rigoureuses et ne pas se contenter de Richard II comme si c'était une pièce qu'on pouvait prendre sans se porter attention à ces différents états. C'est un petit plaidoyer pour la bibliographie matérielle et l'histoire matérielle des textes. Mais c'est aussi parce que, j'ai dit l'édition quarto de 1608, parce que dans les 3 premières éditions de Richard II, ces passages, cette scène entière, les vers 154 à 317 ne sont pas présents. Ce qui a ouvert la discussion à l'idée, est-ce que ça a été joué et censuré dans l'édition? Est-ce que ça n'a jamais été joué ni publié avant l'édition de 1608? Et pourquoi? C'est parce que l'intervention du Parlement et, a fortiori, des communes dans la succession royale était considérée par Élisabeth comme... je ne dirais pas un crime de lèse-majesté, mais en tous les cas de lèse-transmission. Et que donc cette réalité-là des communes imposant la déposition était intolérable. Et du coup, on voit que la pièce a 3 états. Le premier état, c'est les 3 premiers quartos dans lesquels il n'y a pas la grande scène qui est peut-être la plus fameuse de tout Richard II, en particulier les vers que j'ai lus. L'édition de 1604 qui introduit quelque chose où les communes ont un rôle décisif. Et puis, en folio 1623, qui revient à un état qui édulcore ce rôle des communes pour les écarter d'un rôle décisif dans la transmission de la couronne. On a donc là un exemple, une mise en acte dramatique de la théorie des 2 corps du roi, et évidemment en arrière-fond, cette idée de la représentation royale qui, aux funérailles, la donne à voir. Mais je disais donc dans Furetière, il y avait 2 sens, 2 familles de mots. La deuxième signification est, je cite, représentation, se dit au palais de justice, de l'exhibition de quelque chose. Ce qui introduit la définition de représenter comme exhiber exhiber une chose, comparaître en personne. Dans ce deuxième sens, la représentation est la monstration d'une présence, la présentation publique d'une chose ou d'une personne, et en quelque sorte, il y a l'annulation de la distance entre ce qui représente et ce qui est représenté. C'est la chose ou la personne qui est à elle-même sa propre représentation. Le représenté et son image font corps, adhèrent l'un à l'autre et ne sont plus séparés par cette relation de correspondance qui est centrale ou d'adéquation, qui est centrale dans la première définition. Furetière donne un exemple. Représentation se dit quelquefois des gens vivants. On dit d'une mine grave et majestueuse, voilà une personne de belle représentation. Alors j'ai prolongé cette analyse purement lexicale des sens du mot représenter, représentation, représentant, dans l'horizon évidemment le plus communément ordinaire de circulation du sens des mots, c'est-à-dire les dictionnaires, même si Furetière évidemment a une dimension, comme on sait, anthropologique qui déborde par exemple ce qu'on trouverait chez Richelet avant ou dans l'Académie française après. Mais j'ai donné comme première sur les exemples 1 et 2 le cas espagnol, parce que dans le cas espagnol, il est possible d'introduire une sorte de mouvement, puisqu'on a un premier dictionnaire de la langue espagnole en 1611, qui est le Covarrubias, trésor de la langue castillane ou espagnole, et puis on a, qui serait à peu près contemporain des grands dictionnaires français, de Richelet, Furetière, et de l'Académie, on a le dictionnaire de la l'Académie royale.